On s'est déjà demandé, non? Comment des milliards d'appareils partout dans le monde arrivent à communiquer sur Internet sans que ce soit un bazar pas possible? Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur le génie qui se cache derrière toute cette organisation, le sous-réseautage IP ou subnetting. Alors oui, subnetting, ça peut sonner un peu barbare, un peu complexe, mais on va vite voir qu'en réalité, c'est une solution incroyablement élégante, un problème qui sans elle aurait tout simplement rendu Internet inutilisable. Pour bien comprendre, imaginez le chaos, une ville gigantesque, des millions de maisons, mais zéro code postal. Comment fait le facteur pour livrer une lettre? C'est exactement ça, un réseau sans sous-réseau, un monde numérique sans aucun ordre, totalement inefficace et presque impossible à gérer. Alors comment est-on passé de ce désordre monstre à un système qui fonctionne? Tout commence par la prise de conscience qu'il y avait un problème fondamental d'adressage à résoudre. Avant le subnetting, c'était comme être dans une salle de concert géante où tout le monde parle en même temps, et très fort. Chaque message était une diffusion générale, une annonce au micro pour tout le monde. Le résultat, un brouhaha numérique permanent qui ralentissait absolument tout. Face à ce vacarme, les ingénieurs ont vite compris qu'il fallait une meilleure approche. L'idée de génie a été d'appliquer un principe bien connu, diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'est née l'idée de créer des quartiers numériques. Le subnetting, c'est exactement ça. On prend tous les appareils qui ont besoin de discuter souvent entre eux, comme les ordinateurs d'un même département, et hop, on les met dans leur propre quartier. Du coup, leur conversation reste locale, ce qui ne dérange pas le reste de la ville numérique. D'accord. Mais concrètement, comment on délimite ces quartiers? Le secret, il tient dans un calcul mathématique étonnamment simple. On utilise un outil qu'on appelle un masque de sous-réseau. C'est lui qui va définir la taille de chaque quartier. Allez, regardons comment ça marche. Et là, il faut retenir un nombre magique, 256. Pourquoi 256? Parce que chaque partie d'une adresse IP, qu'on appelle un octet, peut avoir 256 valeurs différentes, de 0 à 255. En faisant une simple soustraction, 256 moins la valeur du masque, on obtient ce qu'on appelle la taille de bloc. Et cette taille, c'est tout simplement le nombre d'adresses disponibles dans notre quartier. C'est la clé pour tout organiser. C'est super, mais il y a un hic. Et si tous nos quartiers devaient avoir la même taille? On se retrouverait avec d'immenses quartiers presque vides, un gaspillage énorme d'adresses. Heureusement, il existe un outil bien plus précis pour ça. L'ancienne méthode, c'était du taille unique pour tout le monde, comme des codes postaux de taille fixe. C'était rigide et ça gaspillait énormément. Le VLSM, lui, c'est du sur-mesure. Il nous permet de créer des quartiers de taille variable, des tout petits pour quelques maisons et des très grands pour des zones entières. C'est l'efficacité à l'état pur. Prenons un exemple concret. Une liaison entre deux routeurs, ça n'a besoin que de deux adresses. On va donc utiliser un masque /30, très petit. Un grand service avec une soixantaine de personnes, on prendra un masque /26, bien plus large. On ajuste la taille du masque aux besoins réels. Résultat, zéro gaspillage. Bon, notre ville numérique est maintenant parfaitement organisée, avec des quartiers de taille idéale. Mais maintenant, comment fait-on pour donner des indications sans devoir lister chaque rue une par une? Cette citation résume parfaitement le problème. Si chaque routeur sur Internet devait connaître l'itinéraire exact pour chaque petit sous-réseau existant, sa mémoire, sa table de routage serait gigantesque. Il serait complètement submergé. Il fallait une solution plus intelligente. Sans cette solution, voilà à quoi ça ressemblerait. C'est comme un panneau d'autoroute qui essaierait de lister toutes les rues d'une grande ville. C'est long, illisible et au final, complètement inutile. Et voilà la solution, la synthèse, qu'on appelle aussi l'agrégation de routes. Au lieu de lister des dizaines de quartiers, le routeur annonce une seule grande région. C'est le panneau qui dit juste « direction le centre-ville » au lieu de lister toutes les rues. C'est simple, élégant et ça rend Internet bien plus rapide. Ok, notre réseau est bien construit, efficace, bien organisé. Mais dans la vraie vie, les choses tombent en panne. Alors comment on fait pour trouver d'où vient le problème quand une connexion lâche? Eh bien, il existe une méthode de diagnostic en 4 étapes, une sorte de check-up très logique que les professionnels utilisent. On part de soi-même et on s'éloigne progressivement. D'abord, on ping l'adresse 127.0.0.1. En gros, on demande « Est-ce que mon propre logiciel réseau fonctionne ?» Si oui, on ping sa propre adresse IP. Est-ce que ma carte réseau physique est OK? Ensuite, la passerelle. Est-ce que je peux parler à mon routeur local? Et enfin, un serveur distant. Est-ce que je peux atteindre le monde extérieur? En suivant ces étapes, on isole la panne à coup sûr.
Finalement, quand on y pense, en partant d'un chaos total pour créer des quartiers, puis en les regroupant intelligemment pour fluidifier le trafic, le subnetting est vraiment l'architecte invisible d'Internet. C'est cette flexibilité qui a non seulement permis au réseau de grandir jusqu'à aujourd'hui, mais qui lui donne aussi les fondations solides pour connecter les milliards d'appareils de demain.